Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Les principaux titres de ce journal. La coopération avec la clôture à Bamako de la 13e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien. Le comité coprésidé par Abdelkader Msahel et son homologue malien a mis en avant le rôle leader du président Abdelaziz Bouteflika et son engagement personnel dans la stabilisation du Mali. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah termine sa visite au niveau de la 6e région militaire par l'inspection de plusieurs unités et établissements à Tamanrasset. On parlera du marché de l'immobilier dans ce journal, l'immobilier privé avec ses prix exorbitants à la vente et à la location. Et puis gros plan aussi sur un monument religieux de l'époque almoravide, Jama' Sidi Ramadan à la Casbah d'Alger. La coopération algéro-malienne et la clôture aujourd'hui de la 13e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien qui s'est tenue à Bamako. Les deux parties ont mis en exergue le rôle central du président de la République Abdelaziz Bouteflika quant à l'instauration de la paix au Mali et aux efforts continus de l'Algérie en faveur de la stabilisation du Mali. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a appelé les partis à poursuivre les efforts de rapprochement. Il a réitéré aussi l'engagement de l'Algérie à poursuivre ces efforts pour accompagner les parties maliennes qui font désormais preuve d'une plus grande appropriation dans leur œuvre commune de l'édification de l'État malien, de sa stabilisation et de son développement. Il a en outre appelé à accélérer l'opération de désarmement. Il a d'autre part été convenu que la 14e session du comité bilatéral stratégique soit abritée par l'Algérie. La date de la rencontre sera fixée par les deux pays. Cette session a en outre permis de procéder à une évaluation de l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger et de débattre sur les moyens à mettre en œuvre pour développer davantage les relations bilatérales entre les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé que l'évaluation à laquelle a procédé la commission de suivi constitue une dynamique nouvelle en matière de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation à l'aune du dialogue politique, ajoutant que les relations algéro-maliennes ont enregistré un bond qualitatif dans tous les domaines. Je vous invite à écouter les déclarations des deux ministres des Affaires étrangères. Nous avons eu une séance absolument riche et très intéressante. En ayant fait d'abord le point sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Vous savez que c'est l'Algérie qui préside le comité de suivi de l'accord et beaucoup de progrès sur le plan de la mise en œuvre politique et des aspects institutionnels. Et nous avons constaté quelque chose qui est absolument crucial. C'est que la confiance se renforce de plus en plus entre les acteurs. Et les belligérants sont désormais derrière nous et j'espère que cela va se renforcer. Les Maliens ne se battent plus entre eux. Nous avons un ennemi commun qui reste le terrorisme. Et en mettant en œuvre l'accord de manière efficiente, nous pouvons arriver à bout du terrorisme. Donc, le point de situation sur la mise en œuvre de l'accord nous emplit d'espoir. Et nous avons tenu à remercier la partie algérienne pour le rôle qu'elle a joué depuis le début. Donc, au total, nous pouvons dire que par rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation, il y a de vrais progrès. Nous avons fait le point aussi sur la coopération bilatérale. Et je dois vous dire que nous avons constaté que par rapport à la 12e session, nous avons accompli beaucoup de progrès. Nous venons même d'ouvrir des chantiers nouveaux sur le plan économique, sur le plan des télécoms, sur le plan de la modernisation de l'état civil, du casier judiciaire. Nous avons défini
un calendrier de travail qui va nous conduire jusqu'à la fin du mois de juin afin de faire le point de situation sur un certain nombre de dossiers. Non seulement nous avons beaucoup travaillé depuis la 12e session, mais nous venons d'établir une nouvelle liste des tâches, qui nous permettront, comme je l'ai dit tantôt, de donner plus d'ampleur à notre coopération bilatérale. Cette 13e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien organisée sous l'égide du président de la République Abdelaziz Bouteflika et son homologue Ibrahim Boubacar Keïta nous a permis d'évaluer l'application de l'accord de paix et de réconciliation initié en Algérie et signé à Bamako. Hier, le président de la commission a présenté un exposé exhaustif, ce qui nous a permis de dire que nous avons franchi une nouvelle étape dans l'application de cet accord. L'Algérie a depuis le début pensé qu'il était du ressort du Mali d'appliquer l'accord en question. Hier, les deux parties signataires ont émis d'importantes propositions et nous devons à cet effet préserver cet acquis qui a permis de réinstaurer la confiance entre les deux parties et de privilégier la solution politique. Pour ce qui est de la coopération algéro-malienne, nous avons procédé à une évaluation globale au plan sécuritaire, politique, économique, culturel et commercial. Et nous pouvons conclure qu'un bond qualitatif a été enregistré en la matière. Au volet politique, le dialogue est continu, que ce soit sur les questions régionales ou internationales. Si nous devions faire une évaluation de la feuille de route de l'année en cours, je dirais que nous avons atteint la plupart des objectifs. Au 4e et dernier jour de sa visite de travail et d'inspection au niveau de la 6e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh a visité dans la matinée la base aérienne de Tamanrasset où il a suivi au début un exposé présenté par le commandant de la base portant sur les missions de cette grande base aérienne et ce avant d'inaugurer quelques nouvelles infrastructures réalisées dans le cadre de l'extension des capacités de cette base, à l'instar de l'hôtel des cadres. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, avait inspecté hier quelques établissements de soutien, à l'instar du dépôt régional d'approvisionnement en carburant, où il avait suivi à l'entame un exposé présenté par le directeur régional du carburant sur les missions vitales de cette unité de soutien principale, considérée comme une unité essentielle pour l'approvisionnement des unités de la région en différents types de carburants, dont le fonctionnement est hautement flexible, lui permettant d'assurer le transport du carburant dans toutes les conditions, sa distribution et son stockage, ainsi que l'analyse et le contrôle de sa qualité. Le général de corps d'armée, et après avoir inspecté les différentes structures et compartiments du dépôt et depuis la salle de contrôle automatique du système anti-incendie, a suivi l'exécution d'un exercice d'application de démonstratif intitulé « Extinction d'un feu soudainement déclaré dans une station de transport et de distribution de carburant en utilisant l'ensemble des moyens fixes et mobiles disponibles dans cette unité. » La visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh durant ces 4 jours lui a permis d'inspecter un nombre d'unités mobilisées dans le territoire de cette grande et sensible région. Elle a été également une opportunité pour s'enquérir sur le terrain du haut niveau de disponibilité opérationnelle atteint par les unités de cette région, ainsi que pour présider des réunions d'orientation durant lesquelles il a donné un ensemble de directives et de consignes exhortant les éléments de ces unités de se munir davantage de précautions et de vigilance afin de garantir la sécurité des frontières de notre pays, sa sérénité et sa stabilité. Je vous invite à écouter cet extrait d'une allocution du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh. Nous n'avons lésiné sur aucun effort pour atteindre cet objectif. Nous devons former une jeunesse imprégnée de patriotisme, dévouement, fidèle et au service de sa patrie. Je ne rate aucune occasion pour rappeler la révolution, une révolution de tout un peuple, pour que nos enfants le sachent. Nous étions privés du savoir. Malgré cela, nous nous sommes formés et instruits. Malgré la répression du colonialisme,
La volonté de vos pères et de vos grands-pères était plus forte que la répression utilisée par le colonisateur. Un terroriste armé abattu à Ain Defla, reddition d'un autre à Tamanrasset, annonce un communiqué du MDN suite à une embuscade tendue près de la commune de Hammamrira, wilaya de Ain Defla. Un détachement de l'armée nationale populaire a abattu hier soir un terroriste et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Dans le même contexte, un terroriste s'est rendu ce matin aux autorités militaires à Tamanrasset en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni. Il s'agit de Touji Mehdi, dit Abou Bakr, qui avait rallié les groupes terroristes en 2016. À Skikda, 2 casemates pour groupes terroristes contenant 700 kg de produits chimiques servant dans la fabrication d'explosifs, 3 bombes de confection artisanale, des outils de détonation, des denrées alimentaires et d'autres objets ont été découverts et détruit. Par ailleurs, un deuxième terroriste s'est rendu aussi ce mercredi aux autorités de la 6e région militaire. Il s'agit de Radir Ahmed Mohamed Salah, dit Abou Omar, qui avait rejoint les groupes terroristes en 2016. Il était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de 3 chargeurs de munitions garnis. Le MDN qui annonce aussi ce mercredi l'arrestation hier par des détachements de l'armée nationale populaire de 13 narcotrafiquants à Oran et la saisie de plus de 45 kg de kif traités. Le ministère de la Défense nationale qui annonce également aujourd'hui que les gardes-côtes du commandement des forces navales relevant de la façade maritime ouest à Oran ont mis en échec hier une tentative d'inonder notre pays d'une grande quantité de drogue qui était chargée à bord d'un navire commercial battant pavillon du Libéria en provenance du Brésil en passant par le port de Valence en Espagne avant de gagner nos eaux territoriales au port d'Oran. L'opération a été enclenchée grâce à l'exploitation de renseignements relatifs à la présence d'une grande quantité de cocaïne dissimulée dans un conteneur à bord de ce navire chargé de viande rouge congelée. Aussitôt, des unités flottantes des gardes-côtes ont été dépêchées afin de sécuriser le périmètre et suite à la confirmation de la présence du dit conteneur, des instructions nécessaires ont été données pour amarrer le navire en question au port d'Oran sous une haute protection et conformément aux strictes procédures de sécurité et suite au mandat de perquisition délivré par le procureur de la République. Le conteneur a été passé au scanner et minutieusement fouillé, permettant ainsi de saisir une énorme quantité de cocaïne estimée à 7 quintaux et 1 kg qui étaient répartis en 603 plaquettes dissimulées parmi les marchandises. Il est à noter qu'une opération de fouille approfondie à tous les conteneurs est toujours en cours avec sécurisation stricte du périmètre du navire. Écoutez à ce propos le commandant des gardes-côtes de la façade maritime ouest de la 2e région militaire à Oran. فور تلقي معلومات بتواجد كمية كبيرة من الكوكايين مخبأة بحاوية على متن السفينة، تم توجيه أعوان حرس السواحل لقيادة القوات البحرية مدعمة بوحدات عائمة لتأمين مسرح العملية. في هذا السياق وبعد التأكد من وجود الحاوية تم مباشرة إعطاء التوجيهات بإدخال السفينة إلى ميناء وهران تحت حراسة أمنية مشددة وإجراءات دقيقة، أين تبين بعد تفتيش الحاوية عبر جهاز سكانر وجود علامات مشبوهة ليتم إفراغ الحاوية وتفتيشها بالتدقيق واكتشاف والعثور على 701 كيلوغرام من مادة الكوكايين. عملية تفتيش دقيق لجميع الحاويات جارية مع تأمين محيط السفينة.
La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique lance la technologie FTTH depuis la commune de Chat à Tarf dans le cadre d'un vaste programme ciblant cette wilaya. Les détails avec Emel Esselidir. Plus de 1800 foyers seront bientôt raccordés à la fibre optique FTTH, Fiber to the Home, à Tarf. Le lancement des travaux s'est fait à partir de la commune de Chott par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Iman Houda Faraoun. Un investissement qui a coûté 235 millions de dinars. بالنسبة للأحياء السكنية الجديدة كل صيغ سواء يعني الألبية الأوبيجي الاجتماعية. Concernant les nouveaux groupements d'habitation, toutes formules confondues, ils sont raccordés au réseau de la fibre optique et cela depuis 2017, ce qui offre un débit Internet très élevé. Nous allons également procéder à la pose de 119 km de fibre optique entre Annaba et At-Taraf, ce qui permettra d'augmenter le débit aussi. Iman Houda Faraoun a par la suite procédé à l'inauguration de plusieurs salles multimédia dans des écoles primaires, ainsi que 2 bureaux de poste à El-Qala et au chef-lieu de la wilaya. Accroître à 50% les réserves d'électricité dans les régions enclavées pour parer à toute éventualité. Déclaration du PDG de Sonalgaz depuis Ingezem lors de l'inspection de la centrale électrique de la région, une centrale dont les installations ont connu dernièrement une perturbation. Rafiq Hamidesh. Plusieurs pannes ont été enregistrées dernièrement au niveau des installations énergétiques d'Ingezem, réduisant ainsi sa capacité de production de 15 à 7 MW, une capacité qui ne peut répondre à la demande de la région en énergie électrique. À cet effet, le président directeur général du groupe Sonelgaz, Mohamed Al-Kab, a fait état de la nécessité de porter à 50% les capacités électriques de la réserve dans la région enclavée, de sorte à parer à toute éventualité. Nous avons pris des dispositions d'urgence et nous avons mobilisé plusieurs équipes pour réparer cette panne. Comme nous avons déployé plusieurs transformateurs et en moins de 48 heures, la situation était maîtrisée et l'électricité est rétablie. Nous demandons aux habitants d'Ingezem d'accepter nos excuses car il est intolérable que nos citoyens, à travers toute l'Algérie, soient privés d'électricité. La centrale électrique est de nouveau opérationnelle avec un taux de 90% de sa capacité d'électricité de réserve dans les zones enclavées pour pouvoir mieux faire face à toute perturbation dans la distribution. On va s'intéresser ce soir au marché de l'immobilier en Algérie et en dehors du logement public subventionné ou aidé. Une réelle anarchie y règne. Les prix de vente ou de location n'obéissent à aucune règle. C'est cher, trop cher. Une meilleure organisation s'impose. Voyez ce reportage, il est signé Samia Bouaroj. Le marché de l'immobilier en Algérie demeure stable selon certains experts, malgré les prix élevés de la vente et de la location, une cherté due à plusieurs facteurs. Les loyers ont augmenté pour la simple raison que chaque année, il y a toujours une nouvelle demande. Mais en contrepartie, l'offre reste presque la même. Pour ce qui concerne les ventes, ça fait quelques années, ils sont restés stables, chers mais stables. Aucune augmentation. Une cherté ressentie par la population. Soit dans les grandes villes, les petites villes, c'est très très cher. Le dinar, les habat. Il y a ça qui joue. Et tu sais, maintenant, qui disent que le pétrole a habat. Mais il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, d'autres en dessous de la misère. Le marché de la location n'est pas organisé par l'État. Voilà, exactement. On loue toujours à Chiraga. Une chambre, une petite chambre avec un petit salon, un petit carré pour 3 millions 200. الكريه في Alger غاليه علاش خاطرش لا سوسيتي كاع في Alger سونتر. لي مينيستير التريبينال كلش في Alger سونتر. La cherté des prix de la vente du mètre carré touche pratiquement les grandes villes, notamment Alger, où il y a une forte concentration de la population. D'après M. Meshrid Ramdan, cet agent immobilier qui a plus de 22 ans d'expérience dans ce métier, la vente recule de plus en plus, notamment pendant ces dernières années. C'est le propriétaire des biens qui décide du jour au lendemain à placer un prix à sa manière. Voilà. Pourquoi? Parce que son voisin a peut-être vendu à un prix. Il vendra aussi à ce même prix.
Si par exemple il y aurait des prix par coût du mètre carré bâti par ce que j'ai dit, par zone, le client saura que, de par ses moyens, où acheter. À titre d'exemple, le 1er mai, il y a 6 ans, un 9-2 était vendu à 3 millions de dinars. Aujourd'hui, il est à 12 millions de dinars. Avec la politique du gouvernement orientée vers la production massive de logements, le marché de l'immobilier prendra une autre tournure. Actuellement, les souscripteurs sont des locataires. Demain, quand il y aura distribution des logements ADN, là, on va voir que des appartements sont libérés. Il va y avoir la baisse de la pression sur la location, parce qu'il y aura plus d'appartements sur le marché à louer. Les experts appellent à une meilleure régulation du marché de l'immobilier, ce qui permettra une amélioration de la qualité de vie des citoyens aux petites bourses. Et on termine ce journal avec ce coup de projecteur sur l'une des plus anciennes mosquées de la capitale, Jama' Sidi Ramadan, située à la Kasbah. Cette mosquée reste, avec celle de Tlemcen et de Nadrouma, les rares témoins de l'art almoravide. Le reportage de Sabrina Khlifi. Sur les hauteurs de la Kasbah fut érigée la première mosquée de la vieille Médina. Surplombant la baie d'Alger, elle offre aux fidèles une image attrayante de la cité qui épouse dans son élan en un trait continu la mer Méditerranée. Cette mosquée, qu'on découvre à l'angle des rues Ali-Zirari et Sidi Ramadan, a été édifiée bien avant l'arrivée des Turcs, non loin de la première Kasbah berbère, au haut de l'escalier du boulevard Abdelrazak Haddad, ex-Verdun. On l'appelait autrefois mosquée de la Kasbah, Jama' Kasbah al-Qadima. Jama' Sidi Ramadan est un échantillon des édifices où pria la première population d'Al Jazair. Son architecture est typiquement berbère, avec un lourd minaret carré, des toits en double pente et recouverts de tuiles rouges, comme Jama' al-Kbir et les différents temples berbères érigés à cette époque. Ces 9 travées perpendiculaires au mur de la Qibla reposent sur 18 colonnes massives et lui donnent une allure imposante. Le minaret à plan carré rappelle les oratoires de style maghrébin des XIIe et XIIIe siècles. Jama' Sidi Ramadan possède 50 immeubles dont les revenus des locations assuraient son entretien. Les fidèles continuent à la fréquenter et la grande salle ne désemplit pas le vendredi et lors des prières de l'Aïd. Dès que les autres mosquées de la cité sont remplies, les fidèles ne manquent jamais de monter jusqu'à cette mosquée pour accomplir leurs prières. Jama' Sidi Ramadan reste un symbole de l'attachement des Algériens à leur religion qu'ils ont su préserver au fil des siècles contre vents et marées. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie pour le journal à 19h, l'édition en arabe. Demain à midi, Fella Abraz et à 18h, Zohir Ben Dimred. Sahaftorkoum, passez une bonne soirée.